anywhere. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A thousand years and 2,000 years. When we go now, can you tell? I'd like to say
everywhere. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A thousand years after 7 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the legendary city. Call it climate change, I call it climate security. Got my time to follow your trail. Headed to her green light if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Salut à tous, c'est la revue de presse du monde moderne qui n'en est pas une aujourd'hui, c'est juste vous faire un petit coucou, puisqu'aujourd'hui c'est le jour des obsèques de ma mère, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'intéresser sérieusement à la presse et à l'actualité. Tout ça est assez futile en réalité, même s'il y a des gens qui meurent, évidemment, qu'il y a la guerre, la famine, qu'il y a des prédateurs de toutes sortes, des menteurs, des manipulateurs, des conseillers de cabinets de conseil qui vendent du vent à des bourgeois gentilshommes très fiers d'être néo-managers publics, même si c'est le monde, voilà. Je voulais rendre hommage à ma maman, qui était, elle avait un vrai métier. Elle était institutrice, j'ai trouvé une photo d'elle jeune, voilà, ça c'est ma maman. Et vous savez, ces gens-là comme Blanquer et puis tous les gens dans les rectorats qui sont capables dans les ministères, dans les cabinets ministériels de payer des consultants pour penser le métier d'enseignant du futur, alors qu'ils sont même pas foutus de donner cours face à des élèves, c'est insupportable en fait. Ça va en fait de la maltraitance. Juste demander à Jean-Michel Blanquer, une fois qu'il sera plus ministre là dans quelques jours, d'être prof, simplement. Ou d'être instit, tiens, encore mieux. Je sais pas, en CE1, en CP, en primaire, voilà, juste pour voir, hein, parce que ma mère, elle a fait maternelle et primaire. Elle a été directrice d'école aussi, puis alors elle a été confrontée à la société de la maltraitance parce que elle me disait chaque année, très vite en début d'année, on identifie les enfants maltraités, les enfants victimes d'inceste, etc. Et puis il faut attendre la visite du psychologue scolaire qui vient un peu plus tardivement dans l'année, qui va corroborer vos doutes sur l'enfant maltraité, et puis ensuite rien. Parce qu'on fait parfois un signalement aux services sociaux, mais l'enfant il reste dans sa famille maltraitante, et puis on ne peut rien faire. Alors ça l'a bien dégoûté du métier, même si elle a toujours été très attachée à ce qu'elle faisait pour les enfants, et pour s'en occuper du mieux possible avec les faibles moyens du bord. C'est vous dire comment toute cette maltraitance s'organise très jeune. Finalement, on n'aide pas les plus jeunes, ceux qui sont les plus dépendants. Ils sont dans leur merde jusqu'au bout, quoi, en fait. Voilà. Même si, bien sûr, le psychologue fait son boulot, mais il ne peut pas aller plus loin. Ma mère faisait son boulot, mais elle ne pouvait pas aller plus loin. Après, quoi, il faut prendre une batte de baseball et puis aller voir les parents. Non, ça ne marche pas comme ça, la société. Mais ce qu'il faudrait, c'est davantage de travailleurs sociaux, davantage d'encadrement, peut-être, davantage d'amour, tout simplement. Alors moi j'ai eu la chance, j'ai eu une mère qui m'a beaucoup aimé et qui m'a appris des valeurs essentielles que je garde et que je pense qu'on est nombreux à avoir. Donc quand je vois ces idiots là qui s'enlisent dans leurs mensonges, tout ça pour le pouvoir ou l'argent, ça me fait doucement rire. Ça ne sert à rien tout ça. Vous finirez peut-être dépendant aussi en EHPAD. Alors elle n'y est pas restée longtemps, ma mère, elle a fait 1 mois d'EHPAD, même pas. Et c'était un établissement public où elle était très bien traitée. Déjà c'est difficile de mettre ses parents en EHPAD, mais mon père étant fatigué, c'était pas possible pour lui de s'en occuper. Donc on l'a fait, j'ai fait tout le suivi.
voilà, de comment ça fonctionne, la société. Puis là, je découvre les pompes funèbres, magnifiques pompes Afrique. C'est les fonds de pension canadiens qui sont propriétaires des pompes funèbres en France, hein, de toute la logistique. Alors, c'est plein de coûts cachés comme ça, le transport du corps de l'EHPAD aux pompes funèbres, c'est 500 balles. Puis aller ensuite au crématorium, c'est 500 balles aussi. Puis après, il faut payer une taxe. Ah oui, une taxe à la crémation, c'est du travail, vous comprenez. Alors après, tu as le choix du cercueil, c'est super. J'ai pris le modèle personnage. Ceux qui ont fait des obsèques récemment le connaissent, hein, c'est un modèle magnifique. Puis je dis, mais quand même, c'est du bois qu'on va brûler, c'est ridicule, non, votre truc? Non, mais on a voulu les faire en carton, mais la colle qu'on mettrait sur les cartons serait beaucoup trop nocive à brûler. Vous avez qu'à faire des cercueils en carton qui ne se collent pas. Hein. Enfin bref, je vous passe les détails. Tout ça est assez absurde finalement. On comprend le théâtre de l'absurde, on comprend où on en est. Oui, si vous ne savez pas ça, alors je vois que certains découvrent que les pompes funèbres en France sont propriété des fonds de pension des profs canadiens. C'est exactement ça. J'avais sorti ça lors du premier confinement, lorsqu'on n'avait pas le droit d'aller voir ces morts qui étaient stockés à Rungis pour certains, dans les chambres froides de Rungis. C'est là qu'on avait découvert, enfin que j'avais découvert, parce que c'est public, hein, tu regardes, les propriétaires des pompes funèbres sont les fonds de pension canadiens des profs. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc c'est pas vraiment une revue de presse, hein. Je plombe l'ambiance, je suis désolé, d'habitude on est là pour rigoler, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui j'ai pas forcément le moral à ça, même s'il faut rester joyeux, hein, il faut penser à ceux qui restent, et puis elle a une belle vie et c'était un chouette truc. Et comme c'est la revue de presse, je voulais quand même vous montrer, vous savez, Emmanuel Macron est un manipulateur. C'est un menteur également, c'est un très mauvais acteur. Il faudrait taper très fort sur le McKinsey Gate, sur le Rothschild Gate, parce qu'il y en a ras-le-bol en fait. On ne peut pas continuer d'être pris pour des cons. Alors il y en a qui aiment ça, hein, qui regardent TF1, qui bouffent de la merde et qui sont contents. Je ne pense pas que la majorité des Français aiment ça. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez faire un truc, allez voter, mettez ce que vous voulez dans l'urne, mais pas Macron, et mettez un truc qui est sûr de gagner. Hein. Donc voilà, je vous mets quand même pour comprendre la manipulation macroniste, ce qu'il disait en 2017 lorsqu'on lui posait les questions de ces millions évaporés, hein, dans la banque d'affaires. Il aurait touché une commission puisque c'est lui qui a vendu à Pfizer la branche lait enfantine de Nestlé ou un truc comme ça, un deal à plus de 7 milliards, sachant que la commission de la banque d'affaires est de 10 à 20%, que les associés se partagent ensuite le gâteau. Macron aurait touché entre 10 et 15 millions et 80% de ces millions pourraient être dans un trust, dans des paradis fiscaux comme Jersey, Guernsey, l'Île-de-Man, ce que fait la banque d'affaires. Et donc, il n'aurait pas déclaré, il aurait omis de déclarer. Alors, en 2017, il expliquait que s'il n'était pas plus riche que Nathalie Arthaud, c'est parce qu'il avait fait beaucoup de travaux dans sa maison, puis qu'il avait remboursé ses prêts. Avez-vous vraiment dépensé en 3 ou 4 ans 1 million d'euros pour avoir un patrimoine aussi modeste qui vous situe juste au-dessus de Nathalie Arthaud parmi les candidats? Alors d'abord, je vous remercie de la précision avec laquelle vous retranscrivez tout ça, parce que parfois on peut tout confondre, il y en a beaucoup qui cherchent à tout confondre. Cette campagne présidentielle, elle a été polluée par les affaires. Il y a 2 candidats qui ont des affaires, les autres n'en ont pas. Non mais, c'est important de le rappeler. Je ne fais aucun amalgame. Deuxième chose, j'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien gagné ma vie. Et d'ailleurs, c'est très bien d'avoir un métier dans le secteur privé. J'ai payé beaucoup d'impôts. Et c'est très bien ainsi. Je les ai inclus dans le calcul. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, sinon d'ailleurs je n'aurais pas quitté le secteur privé. Bon. Mais c'est pas la question. Non, mais je vous le dis les choses parce que moi j'ai le droit de le remettre dans le contexte, c'est encore mon droit. C'est pas la question, mais c'est ma réponse. Et ça va être ma réponse jusqu'au bout. Troisième chose, malheureusement vous ne prenez pas en compte dans votre calcul le fait que j'ai fait aussi des travaux dans ce qui était la maison que j'ai, ce qui a été d'ailleurs pris en compte et ce qui a été transcrit à la haute autorité. Elle en a eu à connaître, simplement elle ne le rend pas public. Les travaux font augmenter la valeur d'un patrimoine. C'est bien pour ça que ce patrimoine a augmenté dans sa valeur nette, mais que j'avais beaucoup d'endettement.
J'avais beaucoup d'endettement quand j'ai quitté la fonction publique, parce que je n'avais pas de mise de départ, moi, mes parents ne m'ont pas financé, je ne suis pas quelqu'un qui a été aidé, j'ai été élevé, mes parents m'ont donné ce qu'il y a de plus précieux, une éducation. Et donc, j'ai tout emprunté quand j'ai acheté un appartement à Paris. Et bien voilà, j'ai progressivement remboursé, et j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts, d'une part, et à faire des travaux d'autre part. Vous n'avez pas... Des travaux dans la maison que j'ai? Bah, c'est la maison de Brigitte. Et l'argent venait notamment d'un prêt de 350 000 € accordé par le Crédit Mutuel fin 2011. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné à rembourser une partie de mes emprunts? Bah, l'argent venait notamment de l'appartement parisien revendu 980 000 € en 2015. Ce soir-là, le mystère des millions disparus d'Emmanuel Macron restera donc irrésolu. Voilà, virez-moi ça s'il vous plaît, hein, pas 50 plus, ce sera impossible. Ce sera vraiment difficile à vivre si on a ça là encore pour saccager l'État et nous mentir 50 plus. Ces millions évidemment, enfin investigation c'était l'épisode 8 hier, il s'agit de journalistes indépendants, aucune rédaction ne veut s'attaquer à Emmanuel Macron. On se demande pourquoi, c'est étonnant, hein. C'est incroyable. Voilà, tout est dit, c'est pas sa maison, il a remboursé son prêt. Où est l'argent? Ce menteur ne peut pas continuer à nous maltraiter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et allez voter, je vous en supplie, allez voter et sachez que si jamais vous pensez que l'élection peut être volée, des citoyens s'organisent, les partis s'organisent pour vérifier les scrutins dans chaque bureau de vote. Donc soyez sûr que votre vote sera pris en compte. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et c'est super important de se bouger pour pas choper 50 plus de toute cette clique. Alors il y a Marlène Schiappa qui a le bras en écharpe, qui est en train de faire de la pub pour essayer de remplir la Défense Arena, hein, où il est censé faire son meeting samedi avec 30 000 personnes. Visiblement ça se remplit pas, il n'y a même pas 30 000 supporters, fans de Macron qui sont prêts à prendre le bus pour aller le voir. Les ministres qui piétinent, hein, la loi du 10 février qui empêche les ministres de prendre la parole pour faire campagne, Pompili, Blanquer, Schiappa, qui sont là pour essayer de remplir, hein, cette salle beaucoup trop grande pour ce candidat, beaucoup trop faux. J'en ai marre en fait du mensonge, de l'hypocrisie, de la manipulation. Alors c'est marrant, vous voyez, en 2017, Léa Salamé était dans le service public et Pujadas aussi. Depuis, Pujadas est sur LCI et Léa Salamé est toujours là avec ses yeux d'amour pour les gens de pouvoir et d'argent. Les pauvres doivent être au cœur de la campagne, l'humain, l'individu doit être au cœur de la campagne, nos libertés doivent être au cœur de la campagne. Ce menteur a saccagé nos libertés pendant 5 ans, il continuera, et croyez-moi, dans 5 ans, si jamais il a à nouveau le pouvoir, nous serons en dictature. Je vois pas comment il pourrait en être autrement quand on voit les dépenses folles dans la police, la sécurité et le contrôle, les lois de sécurité globale qui sont des lois de contrôle et de surveillance globale, le rapport d'Amnesty International sorti hier, hein, qui stipule que la France fait partie des démocraties défaillantes et a accumuler les lois liberticides. Et puis voilà, vous pouvez vous inscrire effectivement à son meeting et faire en sorte que la salle soit encore plus vide qu'elle va ne l'être, puisque visiblement c'est un fiasco. Mais tout est faux en réalité. Il n'y a pas de programme à part continuer l'agenda davosien, hein, le Great Narrative. On est passé du Great Reset au Great Narrative. Alors le narrative, c'est un récit, c'est-à-dire que les fous de Papy Schwab, les Young Leaders, sont en train d'écrire une réalité alternative qui va être notre enfer. La fin de la propriété individuelle, la fin de la classe moyenne, le contrôle total, l'identité numérique globale. Ursula von der Leyen qui est un agent atlantiste à la tête de l'Union européenne, ça ne choque personne. Les lois de censure qui choquent de moins en moins de monde. Je suis très remonté. En plus, j'ai ma peine personnelle, donc j'en ai un peu plus rien à foutre. Je vais rendre hommage à ma maman aujourd'hui et j'espère que vous allez voter et qu'on aura une bonne surprise le soir du premier tour et que Macron ne sera pas au second tour. Voilà, il en va de l'avenir de ce pays. Bonjour tout le monde, bonjour. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai fait une très courte non-revue de presse en réalité. Antoine va me rejoindre tout à l'heure. Voilà. J'ai écrit un petit texte que je lirai tout à l'heure aussi.
Non, les Français, non. Ah, faut arrêter de dire que les Français auront ce qu'ils méritent. Les Français sont manipulés, les Français sont traités comme des idiots. Alors, s'ils aiment ça, c'est faux. Je pense qu'une grande partie ne se rend pas compte. Une grande partie... non, y a pas, on ne mérite pas... personne mérite un truc comme Macron, quoi. Je veux dire, on ne mérite pas Parkinson, on ne mérite pas... Voilà, on mérite pas de ce genre de ch'touille, quoi. Donc voilà. Oui, j'avais fait un texte sur Facebook. Facebook, c'est méta. Ah, Mark Zuckerberg, je ne savais pas où le mettre. On est coincé, hein, là on est sur Twitch chez Jeff Bezos, on est coincé entre les oligarques et les tarés. C'est un drôle de monde quand même. Ouais, une bonne partie est lobotomisée, malheureusement. Oui, mais même s'il n'est pas élu, je me présenterai, je vais essayer de tout faire pour me présenter aux législatives, parce que je pense que le constat, la critique... ça va. À un moment, il faut aussi rentrer dans l'action et leur rentrer dans l'art parce que c'est insupportable. Et le combat politique est nécessaire si on veut que la démocratie ait un sens, hein, que ce ne soit pas une fausse démocratie. Je vous invite à voir aussi, je mets le lien là, c'est mon interview chez Narrative. Alors, c'est pas le Great Reset, non, c'est Oval Media, qui est un média allemand qui se lance en France. J'ai fait un entretien de plus d'1 heure qui a été enregistré la semaine dernière ou il y a 15 jours, où je parle de la présidentielle, de McKinsey, évidemment, de l'Ukraine, du métier de journaliste aussi. J'ai mis le lien, c'est sur YouTube. Vous pouvez le retrouver là. Oh, putain de pub de merde, ouais. Putain de pub de merde. Ce monde. C'est quoi, on peut même pas mettre des extraits de chansons parce que, hop, copyright, attention, ce monde est en train de crever à cause des avocats d'affaires, des cabinets de conseil, des tableaux Excel, des petits pourcentages et des chiffres. Ça m'insupporte. Pub de McDo en plus. Putain, c'est vraiment de la merde. Bah ouais, mais je sais pas, quand est-ce que ça reprend les pubs Timmy va bien, lui, ouais. Ouais, il bosse, il charbonne, hein, c'est son boulot. Hein. Il va pas s'arrêter parce que, voilà. Pub Marvel, maintenant. Ouais, c'est insupportable, en fait. Bah, vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez. Loin de la pub, on est sur Patreon. Voilà, ça nous permet de pouvoir s'équiper. Je vais faire un beau studio là dans les semaines qui viennent avec une bonne connexion. Arrêtez d'être ce nomade des ondes, même si vous m'avez suivi dans toute cette pérégrination et je vous remercie. L'idée, c'est de développer l'audience de cette revue de presse quotidienne, d'en faire aussi quelque chose d'un peu plus professionnel, parce qu'elle vous apporte de l'information, de la dérision aussi. C'est ce qui manque beaucoup à ces gens qui se prennent au sérieux et qui nous prennent pour des cons. Et puis parce que elle aide beaucoup de personnes à tenir apparemment dans le bain de malinformation et de manipulation ambiant. Donc on va continuer. Merci. J'aimerais bien aller au Québec. Ouais, c'est chouette. Par simple don, vous pouvez également, on va créer une page avec un PayPal et tout ce qui va bien, vous inquiétez pas. Voilà. J'espère que notre Great Reset, notre reprise de pouvoir, j'en parle dans l'interview à Oval, il faut quitter la démocratie de façade pour revenir à l'idée même de la Constitution et de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. Aujourd'hui, il faut virer cette caste de consultants, de nantis, de millionnaires qui sont affiliés à des milliardaires et qui prennent le reste de la population pour des hamsters à mettre en cage, à sortir de cage, à faire payer, à pressurer, à prendre pour des cons. Il faut vraiment taper fort. Donc votez pour les virer. C'est déjà la première étape. Ensuite, on verra ce qu'on fait, mais on aura un plan, vous inquiétez pas. Des castors à barrage, ceux-là, ils ont la queue plate. Hein. Et puis, tant pis pour eux. Ils aiment bien. Il n'y aura pas de barrage cette fois-ci, ou s'il y a un barrage, ce sera un barrage contre Macron, je pense. Voilà. Je vous remercie. C'était pas la revue de presse, hein, c'était autre chose ce matin. Tiens, on va se quitter sur un texte de Romain Gary à sa maman. Voilà ce qu'il disait dans Les promesses de l'aube. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour.
Mais vous êtes au courant, vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de pluie, il n'y a que des mirages. Vous avez fait dès la première lueur de l'aube une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Voilà. Ma maman avait son mari, mon père, donc heureusement je ne suis pas mort de soif et j'ai eu tout l'amour qu'il fallait. Et je vais passer donc cette journée à lui rendre hommage. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est super important. Pour le reste, Macron et les clowns, prenez pas ça trop au sérieux. C'est le cirque Pinder. Enfin, le cirque McKinsey, c'est la même chose. Allez, à demain.